Salut à toutes et à tous, c'est Cam. On se retrouve aujourd'hui pour la première partie du bilan de lecture du mois de mars, avec dans cette première partie un top flop contenant 11 mangas. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me dire en commentaire quelles ont été vos meilleures lectures du mois ou les moins bonnes. Sans plus tarder, c'est parti. À la 11e et dernière place, Yume no Kusaku de Suihiro Maruo. Alors j'ai pas du tout aimé. D'habitude j'aime beaucoup ce que fait cet auteur, mais là je pense que c'est un peu too much pour moi. Donc c'est un auteur, vous le savez, d'Eroguro. Dans cette histoire, dans ce recueil, on trouve plusieurs histoires courtes. Mais là où ce que j'aime d'habitude chez Maruo, c'est que c'est pas gratuit et que c'est fait vraiment dans les règles de l'art de l'Eroguro. Là je trouve que dans la majorité des histoires de ce recueil, c'est trop souvent gratuit et trop souvent too much. En tout cas too much pour moi. Donc je le garde dans la Mangatech pour la collection, puisque j'ai envie de lire tout ce qu'a fait cet auteur. Mais pour l'instant, de tous ceux que j'ai lus, c'est celui que j'ai le moins apprécié. À la 10e place, encore un échec, No Manga No Life. Aussi un auteur que j'aime beaucoup, Minetaro Mochizuki, que j'avais adoré dans Tokyo Kaido, que j'avais beaucoup moins aimé dans La Dame de la Chambre Close, que j'avais d'ailleurs fini par revendre. Et je pense que celui-ci va prendre le même chemin. En fait, dans No Manga No Life, on va suivre la vie de Mochitaro Minezuki, qui est un anagramme de Minetaro Mochizuki. Donc on va bien comprendre qu'on est sur un manga autobiographique et on va suivre avec des chapitres assez courts, à peu près 10 pages, la vie de cet auteur qui a eu du succès, mais qui a un petit peu peur de la page blanche, qui est un petit peu devenu un loser. Il y a quelques scènes drôles, mais globalement, on s'ennuie. Moi, je me suis vraiment ennuyé. J'aime beaucoup la couverture et le travail qui a été fait par le Lézard Noir sur l'édition. Par contre, au niveau des pages, c'est quand même bien transparent. Pour quelque chose qui coûte 16 €, je trouve ça un petit peu light. Bref, c'est un peu trop verbeux, c'est pas assez passionnant. D'ailleurs, il y a une phrase qui le résume bien au dos du livre, mais qui ça va intéresser? Bah en tout cas pas moi, et malheureusement je pense que je vais pas continuer cette série. Ça c'est le premier tome, le deuxième tome se fera sans moi parce que je sais que ça va pas me passionner, et je sais que j'ai été déjà déçu par cet auteur avec un one shot qu'il avait fait, donc La Dame de la Chambre Close. Donc même si j'avais prévu dans ma vidéo full set de faire le full set de cet auteur, ce sera pas le cas. J'ai déjà revendu un manga, celui-ci il va se revendre aussi. Par contre, je découvrirai avec grand plaisir Shisakobe, mais No Manga No Life, c'est sans moi. À la 9e place, une bonne surprise, puisque je l'avais pas du tout prévu dans mes achats, je l'ai trouvé d'occasion, c'est Neige d'amour. On est sur la première édition, donc chez les éditions Asiatica, qui ont fermé leurs portes depuis. Ça a été réédité chez Chato Chato sous le nom de Quand la neige m'appelle, et ça va nous parler de cette femme très mystérieuse qui va rencontrer un soldat. Ils vont tomber amoureux, mais cette femme va rester très discrète sur sa vie d'avant. On sait qu'il s'est passé quelque chose, on sait qu'elle est très mystérieuse, et on va le découvrir au fil du bouquin. C'est fini en à peu près 110 pages, mais j'ai adoré le dessin. Je l'ai trouvé très beau, très original dans son style. L'histoire est pas si originale que ça, mais j'ai passé un très bon moment de lecture. Et franchement, je vous le conseille si vous cherchez un one-shot très bien dessiné, avec une bonne histoire. Neige d'amour, très bonne surprise. 8e place pour Spy X Family, tome 12. C'est une série que je me tâtais à arrêter à un moment, et j'ai bien fait de pas le faire, puisque au final c'est une petite bouffée d'air frais à chaque tome qui sort, surtout depuis le tome 11 qui m'avait bien surpris. J'avais beaucoup aimé cette histoire dans le bus avec Anya, et là dans ce tome 12 on continue sur la même lancée, c'est très divertissant, beaucoup d'action, ça se lit bien. Bref, une série que je continue avec grand plaisir et que je suis bien content de ne pas avoir arrêté. Encore du Maruo à la 7e place avec Lunatic Lovers. En comparaison de Yume no Kusaku, là on est sur un très bon recueil, en tout cas pour moi. Je l'ai beaucoup apprécié, et surtout la dernière histoire, Une ville sans défense. Et globalement, toutes les histoires de ce recueil sont bonnes, mais surtout, et comme dans la plupart des Maruo, c'est une véritable œuvre d'art, c'est-à-dire que on retrouve des planches de Maruo qui sont des véritables tableaux, et c'est ce que j'aime avec cet auteur, c'est qu'on en prend plein les yeux tout le temps. Il a vraiment un style à part, c'est vraiment pas pour tout public, mais on ne ressort pas indemne de chacune de ses lectures, donc très satisfait de ce recueil, Lunatic Lovers. 6e place pour le 5e et dernier tome des Enfants de la mer. Alors on parlait d'œuvres d'art juste avant avec Maruo. Là aussi on est sur de véritables tableaux à chaque page, des doubles pages monstrueuses, ça se lit très vite et on a vraiment l'impression de nager dans l'océan avec les personnages. Pour être honnête, on comprend pas tout le temps ce qui se passe, c'est du Daisuke Igarashi, donc j'ai l'impression que c'est un petit peu son style, de beaucoup miser sur le dessin, de faire des histoires très complexes que j'ai l'impression que lui-même il n'arrive pas trop à suivre. On est un petit peu dans ce cas-là sur Designs, mais en tout cas sur Les Enfants de la mer ça marche. Dans Designs un petit peu moins, on verra avec le 4e tome qui sort bientôt. J'ai nettement plus apprécié la version papier des Enfants de la mer que le film d'animation, où vraiment j'ai rien compris et ça part en biberine au bout d'un moment. Pour moi, l'expérience visuelle
du manga est bien plus efficace que l'expérience visuelle du film d'animation, et j'ai vraiment beaucoup aimé ces 5 tomes des Enfants de la Mer. Très content d'avoir découvert cette série avec cette réédition qui est très belle. Bon, elle change de couleur à partir du tome 4, c'est-à-dire que les 3 premiers tomes ont la même couleur avec cette cover en calque, et on change un petit peu brutalement de couleur à partir du tome 4 qui a la même couleur que ce tome 5, mais ça va peut-être s'équilibrer avec La Petite Forêt qui sort très bientôt et qui sera en 2 tomes et qui sera vert. Donc à voir, en tout cas très content d'avoir pu acquérir et lire cette série. 5ème place pour un achat qui n'était pas prévu non plus, mais j'ai été happé par la couverture et j'ai bien fait. River End Café de chez Shiba Édition, par l'auteur de Coq de combat. Alors je l'ai acheté sans savoir quelle était l'histoire, sans savoir de quoi ça allait parler. Moi j'avais l'impression qu'on allait être sur un petit escalier Yokohama avec un petit café pareil. Pas du tout. On est quand même sur quelque chose de beaucoup plus noir, beaucoup plus mystérieux, avec cette jeune fille qui est un peu en perte de repère et qui va découvrir ce River End Café et son mystérieux propriétaire. Moi, ça a super bien marché sur moi. Je suis totalement charmé par les dessins. Alors, je savais déjà que Coq de combat était un manga très bien dessiné. Du coup, je l'ai jamais lu, mais je le découvre ici avec River End Café, qui est la dernière œuvre du coup de son auteur. Et j'aime beaucoup l'ambiance qui se dégage de ce titre. Ce sera un titre qui sera fini en 9 tomes, qui est déjà fini au Japon. Et en plus, Shiba Edition nous a proposé cette couverture alternative, toute dorée, que je trouve très belle, et qui est honnêtement un petit peu ce qui m'a fait craquer pour acheter. Je vous conseille vivement de découvrir ce manga, une très très bonne découverte, un très très bon achat. Au pied du podium, le tome 2 de la Perfect Edition de Slam Dunk. J'adore ce manga, je suis totalement tombé dedans, et ce tome 2 ne fait que confirmer ma première impression avec le tome 1. On s'attache encore plus aux personnages, notamment au personnage de Sakuragi, le personnage principal, mais aussi à d'autres personnages qu'on découvre plus en profondeur dans ce tome, notamment Aota, qui est le chef du club de judo et qui veut absolument recruter Sakuragi puisqu'il a une carrure impressionnante et qui serait bon pour faire du judo. Ça donne lieu à des situations complètement grotesques avec un humour qui marche très très bien. Ça se lit super bien et je comprends vraiment maintenant le succès de ce manga, puisque là j'ai qu'une envie, c'est d'avoir le tome 3 et la suite et pouvoir tout lire. Bon, je vais résister, je vais attendre bien sûr, je vais attendre que les tomes sortent dans cette magnifique édition. Mais voilà, en tout cas un vrai plaisir. J'ai l'impression que le rythme de parution chez Kana est bon, mais je suis quand même vraiment impatient que le tome 3 sorte. Et on continue avec le podium. À la 3ème place, Welcome Back Alice, le tome 2 de Shuzo Oshimi. Je sais que cette série a pas forcément fait l'unanimité, mais moi j'adore, je suis un trop bon client de Shuzo Oshimi pour ne pas aimer quelle que soit l'œuvre qu'il fait, et je trouve celle-ci très bonne, pile dans ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire le malaise, les situations très malaisantes, un personnage principal masculin qui se fait totalement manipulé, et une histoire captivante qui se lit en 15 minutes max, puisqu'il n'y a pas beaucoup de texte dans les mangas de Shuzo Oshimi. Celui-ci n'échappe pas à la règle, et moi je passe toujours un moment mémorable devant ces mangas. En plus, on parlait de rythme de parution avec Slam Dunk, avec Welcome Back Alice, c'est aussi très très bon, parce que j'ai l'impression qu'on va réussir à tout avoir cette année, c'est-à-dire que c'est une série terminée en 7 tomes, on est déjà au tome 2, et le tome 3 sort dans pas longtemps, donc ça c'est vraiment cool comparé aux Liens du Sang, qui sortent vraiment lentement. 2ème place pour un auteur qui maintenant fait partie du top 10 de mes mangaka préférés. Je viens de le découvrir, mais ça y est, c'est bon, c'est fait. C'est Takashi Murakami avec Le chien qui voulait voir le sud, aux éditions Akata. Dans cette histoire, on suit un chien errant juste après la triple catastrophe du Tohoku. Et ce chien a une particularité, c'est qu'il va toujours vers le sud. On ne sait pas quel est son but, quel est son objectif, mais il veut certainement retrouver quelqu'un qui se trouve dans le sud du Japon. Et pour ça, il va passer dans différentes familles, chez différents personnages. Mais la particularité de ces personnages, c'est qu'ils sont très abîmés. Ils trempent soit dans des affaires pas très recommandables, soit ils sont passés par là et ils sont en quête de rédemption. Mais en tout cas, ce chien, Tamon, lui ne les juge pas, lui il les aime tous de la même manière, et on a l'impression que dans sa quête pour aller vers le sud, sa quête aussi passe par le soin de ces personnes-là, et grâce à sa personnalité hors du commun, il va réussir à soigner ces personnages, en tout cas à les soigner un petit peu, et à leur apporter une parenthèse de bonheur dans leur vie très abîmée. Toujours cette même narration avec des histoires qui se recoupent, c'est très très bien fait, c'est génial. Honnêtement, j'ai l'impression que je ne peux avoir que des coups de cœur avec les œuvres de cet auteur. Donc j'ai hâte d'en découvrir d'autres. J'ai déjà découvert L'Oiseau Bleu, dont vous allez voir mon avis dans la 2e vidéo de bilan lecture. Il y a un 4e manga de l'auteur qui va aussi sortir qui s'appelle Pinot Lia Émotionnel. Très très hâte de le découvrir. En tout cas, un vrai coup de cœur pour Le chien qui voulait voir le sud. Mais ce n'est pas la première place. La première place, elle va pour Mauvaises herbes,
à ne pas confondre avec le titre de Keigo Shinzo. On va suivre l'histoire vraie de Lee Ok-sun, qui est une esclave sexuelle coréenne qui a vécu des atrocités pendant la guerre du Pacifique. Et en fait, cette histoire va être contée par Kum-suk Kendrick Kim, désolé si je le prononce mal, qui a passé des heures et des heures avec la vraie Lee Ok-sun à sa maison de retraite pour recueillir son témoignage et reconstituer cette histoire absolument touchante, absolument atroce aussi. C'est un véritable chef-d'œuvre, c'est un style graphique auquel il faut accrocher certes, mais je vous rassure, en quelques pages vous accrocherez, il faut le lire. Et malgré son thème sur l'esclavage sexuel, sur ce qu'ils appellent les femmes de réconfort, qui est un terme qui atténue beaucoup toutes les atrocités qu'ont vécues ces femmes, on n'a pas de voyeurisme, on n'a pas de choses malsaines en fait qui sont véhiculées par l'autrice. Tout est caché sans cacher la souffrance qu'ont vécu ces femmes, et ça permet d'avoir vraiment une véritable trace d'une des parties les plus sombres de l'histoire. Certainement l'une de mes meilleures lectures de l'année. Je remercie encore une fois Omakalu qui m'a conseillé ce manga sur Instagram. Maintenant j'ai envie de découvrir vraiment tout ce qu'a fait cette autrice. Donc j'ai un deuxième manga qui est arrivé, qui sera présent dans mes achats du mois prochain. Mais en tout cas, allez-y, c'est 30 €, peut-être essayer de le trouver d'occasion. Mais en tout cas, ça vaut le coup, c'est un beau bébé de 500 pages, et c'est une histoire qu'il faut lire absolument pour moi. Bien sûr pour public averti, mais c'est le genre d'œuvre qui restera dans l'histoire. Et c'est la fin de cette vidéo, merci à toutes et à tous pour votre soutien, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles ont été vos meilleures lectures, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Nous, on se retrouve très vite pour la deuxième partie du Billy en lecture de mars sous forme de tier list qui arrivera certainement la semaine prochaine. Merci encore, prenez soin de vous, salut, à la prochaine.